Ici. Bienvenue sur Arte TV, émission Le Monde de Julie. Aujourd'hui, j'accueille Bébéto, Lou et Christophe. Bonjour. Bonjour. Alors, on souhaite à tout le monde la bienvenue, bien entendu. Et on va passer à Christophe. Enchanté, bonjour. Enchanté, Christophe. C'est la première fois que tu viens chez nous? Oui, absolument. Merci de l'invitation. Bah, de rien. Depuis le temps que je t'embête, parce que j'arrête pas d'envoyer des messages à Christophe, en fait, pour qu'il vienne. Et Christophe était débordé. Là, j'ai réussi à le coincer. Voilà. Voilà. Alors, Christophe, du coup, tu es professeur, hein? Alors, je suis acteur, metteur en scène et directeur d'une compagnie théâtrale qui est basée à Beauvais, dans l'Oise, euh, anciennement Picardie et maintenant région des Hauts-de-France. C'est une compagnie qui a 30 ans cette année. Voilà. Et oui, et prof de théâtre, effectivement, aussi à côté, en plus. Voilà. On peut savoir le nom de la compagnie ou... Théâtre de paille, comme la paille, PAI2LE. D'accord. Ouais, Théâtre de paille, c'est marrant ça. Ouais. Théâtre de paille. Ouais. C'est toi qui l'as Ouais. Pardon, qui l'a créé. Oui, c'est moi qui l'ai créé en septembre 95, ouais. Ah ouais. Et oui. Ok. Et qui ai choisi ce nom parce que je trouvais que la paille c'était quelque chose de très modeste et une forme d'artisanat, de ruralité. Puis il y a plein de choses autour de la paille. On retrouve la paille aussi au moment des camps, etc. Ça va être paillasse, mais on peut aussi passer de jolis moments dans la paille. Il y a les moissons, etc. Enfin bon, voilà, c'est Je peux très me beau la paille. permettre de poser une question un peu Oui. humour, Oui. un petit peu d'humour. Oui. T'étais sur la paille au moment où tu l'as créé? Non. Non. Oui, alors j'ai pas eu le droit à celle-ci, j'ai eu le droit, comment on dit, un bonhomme de paille, des choses comme ça, quoi. Ouais. Voilà, bon. Un épouvantail. Mais, ouais, voilà. Mais non, j'étais pas sur la paille. Ceci dit, c'était le moment où j'avais décidé de ne plus travailler dans quoi que ce soit d'autre que le théâtre, parce que comme tout un chacun, j'ai fait des métiers pour vivre, quoi. Voilà, des petits boulots, quoi. Et là, j'avais décidé, terminé, je fais plus rien d'autre, quoi qu'il arrive. Et metteur en scène, c'était venu d'où cette idée? Parce que quand même, metteur en scène, c'est un sacré boulot dans le cinéma. Que ce soit dans le cinéma ou le théâtre, metteur en scène, c'est beaucoup de travail. Il y a beaucoup d'heures de travail. C'est pas n'importe quoi. Alors, ouais, alors, de toute façon, dans tous les métiers qui sont toutes les choses qu'on a à faire dans le théâtre, quoi, tous les rôles qu'on peut jouer, que ce soit acteur, metteur en scène, directeur de compagnie, technicien, ou scénographe, éclairagiste, tout ça. Enfin bon, il y a tous les métiers demandent énormément de compétences, de travail, d'investissement. Mais moi, la mise en scène, c'est venu comme d'ailleurs comme l'enseignement. C'est venu à partir du plateau, à partir du jeu, et parce que quand on est dans des écoles de théâtre, comme j'ai pu en faire moi, on est amené à travailler tout seul avec son partenaire, sa partenaire, entre les cours, pour après présenter sa scène au professeur et tout ça. Donc du coup, quand on est seul, on se dirige les uns les autres, voilà. Et moi, ça m'a plu ce moment où je devais avoir un regard sur les autres et voilà, leur proposer des choses, les faire travailler sur le texte, le sens du texte, etc. Et c'est comme ça que ça m'a donné envie d'aller vers la mise en scène petit à petit. Ça vient vraiment du jeu de l'acteur. Ça part du plateau, quoi. Merci, Merci. Christophe. Lou, Oui, bonjour. bonjour. Rose. Bienvenue. Merci. Merci de m'inviter. Alors, c'est vrai que j'ai pas mal embêté Lou aussi par message pour Bon, qu'elle ça vienne. va. Si c'est ça embêté, continue. Et en fait, Lou est chanteuse. C'est une artiste. Et Voilà. du coup, si je t'ai fait venir aujourd'hui, c'est pour que tu nous parles de ton projet. Alors, mon projet, c'est tout simple en fait. Je suis auteur, compositeur, autrice, compositrice, interprète. Je tiens à la féminisation des termes. J'ai commencé à travailler sur cet album, j'avais 58 ans. Et je me heurte à tous les a priori de la Terre dans l'industrie de la musique, qui est une industrie jeunisme impressionnant. C'est un diktat. Après 30 ans pour une femme, c'est fini pour toi. Tu rentres à la maison, c'est terminé. Ça laisse pas beaucoup de temps de vie. Et moi, je me suis dit, moi, je suis pas mourute, je suis pas obsolète. J'ai encore des choses à offrir, à donner, à écrire, à partager, à vibrer. Et il y a un public. J'ai commencé avec rien. J'ai eu un crowdfunding qui a éclaté les compteurs. On a mis 5 ans à faire cet album parce que mon réalisateur, qui s'appelle Benjamin Constant, travaille avec les grands de ce métier et que donc moi je suis passée dans les petits trous quand il était dispo et c'est un ami, donc on a fait ça
comme deux potes qui se retrouvent et qui s'éclatent, voilà. Et donc on s'est tout autorisé en pleine liberté. On a bien bossé, on a bu des bons coups, on a écrit des belles paroles. L'album est sorti le 13 février. C'est un album de chansons françaises, pop françaises. Et j'avais envie qu'il voyage dans toute la musique que j'aime depuis la fin des années 70, quand j'étais ado, jusqu'à aujourd'hui. Et donc, effectivement, il y a de la soul, il y a du funk, il y a du disco, il y a de la new wave, il y a de la chanson française. C'est mes lettres de noblesse à moi, parce que je trouve que la chanson française, j'adore. Je peux pas, j'adore. Enfin, je vibre parce que je comprends les paroles. Voilà, j'ai besoin, comme dans le rap, il y a des fois, il y a des textes, c'est juste magnifique, quoi. Même si je suis pas fan de rap, les textes me touchent, vraiment, parce qu'il y a du sens, quoi. Vraiment. Excuse-moi d'interrompre, tu sens que chez les jeunes de nos jours, il y a une détresse? Alors là, je saurais pas te dire, mais il y a une audace. Ouais. Et moi, j'aime bien cette jeunesse, parce que la pauvre, qu'est-ce qu'elle se fade, quoi. Ouais. Le dérèglement climatique, pas de boulot, des guerres, des machins. Et elle est là, elle crée, elle avance, elle continue. Elle est top, cette jeunesse. Oui, moi j'aime bien ces jeunes. Ils ont une audace, ils créent, ils ont des styles, ils osent. Enfin, moi je vois toutes ces nanas qui osent. Tu vois, par exemple, la petite Marguerite que j'adore. Moi, je préfère les filles, les femmes, les meufs. Moi, j'ai osé ce thème-là il y a 30 ans. Je me suis fait, mais alors, on m'a renvoyé au vestiaire. Et en me disant, mais non, c'est un truc de niche, ça marchera jamais. Eh ben, la preuve, ça marche, quoi. Et elles osent. Et merci, je les encourage à continuer. Voilà. Et des passerelles à faire entre les générations. Pas de verrou. Ni entre les générations, ni entre les couleurs de peau, ça suffit, quoi. Il y a assez d'abrutis comme ça autour de nous pour que nous-mêmes, on s'impose des fermetures, quoi. Ouvrons, tissons des ponts. Voilà. Nous, les artistes, c'est notre mission. Et mon album, qui s'appelle Traverse le pont, c'est ça. Traverse le pont, hein. Alors après, je peux rajouter une blague ou pas? Oui, vas-y, vas-y. Traverse le pont, sous les ponts, qui est pas mal aussi. Pardon. Si tu veux. Pour l'Avignon aussi. Sous les ponts, voilà. Non, je rigole. Non, mais je rigole sur la paille, Non, mais pardon pour mon humour, il est très. Mais peut-on rire de tout ça? Mais oui, aussi. Oh là là. Voilà. Alors. Tant qu'on rigole, ça va. Hein. Merci Lou, on revient à toi tout de suite. Avec plaisir. Bébécito, bébéto. Bébécito. On m'a déjà appelé comme ça d'ailleurs, c'est pas mal. Même bébéto, c'est bébéto. Bébéto. Jolie voix. Bébécito. Bienvenue. Bienvenue, merci à vous pour l'accueil. Ça fait plaisir de t'accueillir. Moi aussi, ça me fait plaisir d'être là. T'es déjà venu, je crois que tu m'as dit tout à l'heure. Je suis déjà venu ici avec un ami à moi qui a son média, bon, US Media. Ouais. Du 78, on a grandi ensemble, donc il m'avait fait une petite invitation pour une petite interview musique. Dans le rap, toi, on aime bien dire le rap, mais je suis un peu comme nous. J'aime pas me mettre dans des cases, voilà. J'aime pas catégoriser les choses. Moi, je suis un artiste. Je fais ce qui me chante. Si j'ai envie de faire de la funk, je ferai de la funk. Si j'ai envie de faire de la chanson française, je ferai de la chanson française. Si je veux faire ce qu'on appelle du rap, je ferai du rap, mais je me laisse porter par l'inspiration. Et... Bah oui. Je peux te prendre au jeu? Un artiste français que t'aimes écouter? Renaud. T'es capable de nous chanter un petit couplet de Renaud? Ah là, ça fait très longtemps que j'en écoute plus, mais je te mets au défi là. J'ai vraiment beaucoup écouté ça. J'ai plus grandi avec du Renaud que avec du rap en étant petit. Et Johnny, non? Johnny, pas mal aussi, couplet, ouais. Un petit couplet, du risque. Oh, franchement. Non, pas de risque. Non, oh, c'est dommage. C'est dommage. Je suis pas très joueur. Je me suis laissé en fait à plus passer du temps à performer ma musique à moi, mon art à moi. Donc du coup, ça n'arrive pas beaucoup d'écouter maintenant d'autres artistes ou autres. Le risque. Non. Pour nous faire plaisir. Non, j'en ai pour déjà montrer pris que t'aimes la variété. J'en ai déjà pris assez. Lou, oui. Est-ce qu'il y a, une chanson de rap? J'aime bien faire ça, ça m'amuse un petit peu, je vous demande pardon. Du coup, attends, écoute. Est-ce qu'il y a une chanson de rap que tu peux nous chanter 2-3 phrases? Prendre du risque, toi qui chante de la variété. Alors, ouais, enfin, c'est quelqu'un que j'adore d'ailleurs, qui c'est MC Solar. J'adore ce type. J'adore sa plume. Et donc, qui dit, je suis l'as de trèfle qui pique ton cœur. L'as de trèfle qui pique ton cœur. L'as de trèfle qui pique ton cœur. Caroline. Voilà.
Pas mal. Pas mal, bravo. Ah oui. Comme quoi, on peut prendre des risques à tout âge. Mais oui, Ouais. mais surtout au mien. Moi, j'ai t'en plus de as temps à pas perdre. pris. T'en as pas pris, hein. T'aurais pu. J'aurais pu. Oh, c'est pas grave. Bon, en tout cas, on revient à toi, Cricri, Christophe, Cricri pour les intimes, je suppose. Non. Comme non, mais tu peux, voilà. Osons. c'est pas Alors, possible. professeur. Oui, à la rentrée, enfin là, je donne cours avec pour un groupe amateur, pour une compagnie qui s'appelle la compagnie Oberon, dans une salle dans le 6e arrondissement, pour des adultes. On présentera un spectacle, un travail le 26 juin à la Comédie Italienne. On Mhm. travaille autour des scènes d'amour depuis le 18e siècle jusqu'à aujourd'hui. Et après, à la rentrée, je suis en poste dans un conservatoire de la municipalité de Paris. Tu m'as fait penser à un truc quand tu m'as dit comédie italienne, ça m'a fait penser à la Commedia dell'arte. Oui, Eh oui. ouais, Tu sais, c'est ça. quand Ouais, je faisais des cours de théâtre, on me faisait ouais, bosser là-dessus. ouais. Il expliquait bien tout. Je pense que tu vas savoir de quoi je parle. Oui, le professeur. oui. Combien d'élèves t'as formé au cours de ta carrière? Ah non, alors j'ai pas, j'ai fait 2 écoles, j'ai été intervenant dans 2 écoles pro, et Mhm. après une à Paris dans le 15e et une à Chantilly Mhm. dans l'Oise. Et puis donc là, dans le 15e, il y avait une vingtaine d'élèves par classe. Mais bon, je suis resté 2 trimestres là-bas. Je suis pas resté dans cette école. Je m'y retrouvais pas. Et à Chantilly, je suis intervenu sur deux cycles différents, ma première année et deuxième, troisième année. Et c'est une école qui démarre il y a quelques années, donc il n'y a pas encore forcément énormément d'élèves. Donc en tout, il y avait une quinzaine sur les deux années, enfin les 3 années même, 1, 2, 3. Donc voilà. Donc et après, j'ai eu depuis par contre longtemps, j'ai fait beaucoup d'interventions, soit pour des groupes de théâtre amateurs, soit dans des collèges, des lycées, en SECPA, en maison d'arrêt. Enfin voilà, j'ai donné Oh. beaucoup de. Voilà, je suis intervenu à plein d'endroits, comme j'ai joué à plein d'endroits, aussi bien dans des théâtres que des salles des fêtes, des cafés, des autobus, la rue. Enfin bon, voilà. Des parcours qui ont dû toucher, je pense, parce que quand on se rend dans une maison d'arrêt, bon voilà, il y a des parcours qui sont un peu touchants, il y a des histoires aussi. Je pense qu'il faut être capable d'arriver à réinsérer finalement ces personnes. Et le théâtre, je pense que c'est pour ça que tu fais que ça contribue à leur réinsertion. Finalement, Alors, c'est un contrat que tu signes avec l'État, c'est un contrat que tu signes avec la prison, c'est non, les 2 fois, c'était en lien directement avec les théâtres avec lesquels je travaillais, dans lesquels je jouais, où j'avais des spectacles que je présentais, et souvent puisque moi je viens de ce qu'on appelle le théâtre public, c'est-à-dire le théâtre subventionné pour la plupart du temps. En fait, quand on amène un spectacle, surtout s'ils le coproduisent, etc., ils nous proposent des actions culturelles autour, et c'est dans ce cadre-là qu'on va intervenir dans le milieu scolaire ou là le milieu carcéral. Donc j'ai intervenu à la maison d'arrêt de Beauvais, à la maison d'arrêt de j'oublie le nom, pas du tout dans la région de Picardie, ça me reviendra. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc c'est par rapport à des textes que je montais, un auteur italien et justement un auteur français sur un texte qu'il avait revu et visité, qui est Roméo et Juliette, mais en comédie dell'arte justement, on y revient. Et voilà, et ça a été des expériences très fortes, et notamment quand on est allé jouer à Fontenay-le-Comte. Voilà, c'était à Fontenay-le-Comte, et c'était assez incroyable puisque donc je suis allé on avait reçu des textes. En fait, on avait 2 temps dans cette maison d'arrêt. Un moment où on rencontrait les détenus, parce on apprend qu'on ne dit pas prisonnier mais détenu, et on ne dit pas gardien mais surveillant. Voilà. Voilà, on change les mots pour essayer d'édulcorer un peu voilà, mais bon, voilà, mais ça reste ce que c'est en fait. Du coup, on avait 2 moments, un moment de rencontre et un moment où nous on allait aussi lire les textes des détenus qui nous avaient fait parvenir, qui sont bien sûr passés d'abord par le filtre de la direction pour voir ce qui sort, etc., etc. Et je me rappelle d'une chose qui a été pour moi très vraiment bouleversante au sens propre, quoi. C'est-à-dire que j'avais lu des textes qui n'étaient pas forcément des grands écrits, enfin voilà, c'était intéressant, mais quand on rencontre les personnes qui les ont écrits, qu'on les a en face de nous, notamment à un moment donné un gars qui était vraiment, je pense, s'il avait 20 ans, c'était le bout du monde, et lui, il avait envoyé énormément de textes, mais vraiment énormément, hein, et quand je l'ai vu et que j'ai donc relié ces textes à cette personne et que dans ces textes il explique qu'en fait parce qu'il était tombé dans l'alcool, machin, etc. Il était incarcéré parce qu'il avait tué sa mère. Tout à coup, le texte qu'on a et qu'on va le dire devant lui, voilà, on est plus au théâtre, on n'est plus dans tout ça, quoi. C'est tout à coup, on est en pleine humanité, en pleine souffrance et
Voilà, donc ça c'est une expérience que j'oublie pas et en plus il y avait une double chose très particulière dans cette intervention, c'est que le théâtre se trouvait à très grande proximité de la maison d'arrêt. Et j'ai eu un moment un peu délicat quand je me suis rendu compte que nous, on allait sortir dans quelques minutes, on allait, hein, et on allait aller dans ce théâtre, on allait faire un spectacle devant des gens que eux ne pourraient pas voir. Et donc je me suis arrangé pour qu'on vienne leur présenter un quart d'heure du spectacle, voilà, pour qu'ils aient cet endroit qui est le dehors, qui vient, voilà à l'intérieur. Donc ouais, c'était très émouvant, très fort. Ouais. Ah ouais. Ouais, ça te. Ah oui, Ouais. mais oui, moi ça me touche parce que pas directement, mais c'est ces liens concrets avec des gens qui sont soit enfermés en prison, soit dans la maladie, puisque en parlant en off tout à l'heure avec Christophe, j'ai beaucoup d'amis qui sont comédiens clowns au rire médecin, et ce sont des clowns qui vont auprès des enfants malades à l'hôpital. Et j'ai beaucoup d'amis là-dedans et leur boulot est magnifique. Enfin, c'est à la fois un boulot de comédien, mais à la fois un boulot d'humanité, quoi, de psychologie. Enfin, je sais pas comment dire. Moi, je les trouve magnifiques ces gens. Je les trouve magnifiques, quoi. Vraiment, je les aime en plus. Voilà, ils sont formidables. Bébécito. Yes. Tu connais Papacito, non? Non, je connais pas. Papacito, excusez-moi, je parlais un petit peu de moi en 2 minutes, qui est un ami et qui m'avait donné une instru pour poser mon premier son de rap. Pour ça, je te demandais si tu connaissais. Non, je connais pas. Tu connais pas Papacito? Non, Papicito? non, je connais pas du tout. Bon, bah, du coup, quand je dis son prénom, je l'embête pareil. Voilà. Alors, alors, du coup, on revient à toi. Dis-moi tout. T'as fait un single, non? J'ai fait un single récemment, ouais, que j'ai sorti là, en février, je crois. Tu viens des îles, toi, non? Moi, je viens de Haïti. Haïti, ça te Aïe. va. Je suis né en Haïti, je suis Ok. d'origine haïtienne, de nationalité haïtienne, et fièrement haïtien. Ok. Voilà. Bah écoute. Du coup, on repart sur le artistique, parce que j'hésitais entre Guadeloupe et Martinique, mais Non, non, pas du Haïti. tout. D'accord. Du coup, single, Single. clip, combien de clips t'as sorti? J'ai sorti une dizaine de clips, pas loin D'accord. de 12, je pense. J'avais sorti pas mal de sons aussi sur les plateformes, au moins une trentaine, mais comme tout artiste à un moment, j'ai pété les plombs dans ma tête, j'ai tout supprimé. Et donc du coup là, j'ai relancé la machine là au début de l'année avec un nouveau single que j'ai mis sur les plateformes, un nouveau clip, un peu une nouvelle DA. J'essaie de faire les choses un peu plus professionnellement, on va dire. Il y a un artiste que t'aimes bien, en particulier? Un Un artiste que rappeur? j'aime bien, en particulier un rappeur en France, Hmm. je dirais peut-être Dossé, Niro. Ouais. Niro, Dossé, ouais. Pourquoi Nini? Niro? Ouais. Très fort dans l'écriture, du coup, comme elle disait Lou, il y a des artistes, ils écrivent tellement bien, ils transmettent Ouais. des messages et Mm. quand tu les écoutes, alors tu te sens vraiment touché, Touché, quoi, c'est ouais. impactant et je trouve qu'il est très impactant. Moi aussi. C'est vrai que ces textes, on Très, le très ressent. percutant, très On le sent, impactant quand il on le parle de sa ressent. mère, quand il parle de ses enfants, quand il parle de son vécu et autres. On peut se sentir dedans, quoi. T'as écouté Salmon? J'ai écouté ça, moi. Ouais. Presque tout écouté, Niro, ouais. Je crois. C'est Je obligé. suis fan, je suis tellement fan. Il m'a publié 2 fois dans sa story Instagram. Oh. Parce que j'avais fait un son où, du coup, ben, j'avais fait une référence à lui, donc il m'a partagé. Et à force, on parlait un petit peu sur Insta et tout. Et je crois que je l'ai un peu trop saulé et il m'avait bloqué de son Instagram carrément. Oh non. Faut toujours regarder en premier le regard artistique, pas forcément la familiarisation. Ouais. Ok. Bah écoute, c'est intéressant tout ça. Et c'est quoi le titre de ton album? Distance. Distance. Distance, Pourquoi? parce que justement, bah, comme on peut le voir sur la pochette ou quoi, c'est que j'essaie un peu de m'éloigner de ce monde en général qui, comme encore Lou, parce qu'elle dit des trucs assez intéressants, qui tourne un peu bah, en guerre, en réchauffement climatique, en tout ça. Et du coup, bah, quand je dis distance, c'est un peu de m'éloigner du système, des mauvais amis, des mauvaises fréquentations, de tout ce qui peut m'empêcher d'avancer. Et donc, du coup, bah, prendre mes distances pour pouvoir atteindre mon objectif à moi, personnel, et aller bah, jusqu'au sommet, hein, tout simplement. C'est bien. Et du coup, tu me disais qu'il t'a bloqué. Il m'a bloqué. Ouais, s'il te plaît, si tu Débloque-moi, pouvais le Nini. débloquer, je sais Ouais. pas si t'as harcelé ou quoi, mais c'est Non, je crois tellement que il m'a blessant. débloqué depuis, je crois. Hein? Quand je vois. Débloque-le, non? Qu'est-ce que t'en penses? Non, parce que moi, je suis quelqu'un, je te le dis à l'antenne, Niro. Débloque-le.
Moi, après, tu peux me bloquer, je m'en fous, j'aurai la gloire quoi qu'il arrive. C'est bien, faut être sûr de soi, c'est bien. Je les kiffe, c'est génial. Débloque-le. Merci. Voilà. S'il le fait, c'est grâce à moi. hein. Il n'y a pas de problème, je retiens. Avec appui. Du coup, Lou, oui. Est-ce que tu veux bien nous chanter une petite partie de ta chanson a cappella comme ça, devant les auditeurs, spectateurs qui nous regardent et qui nous Une écoutent? de mes chansons, là, alors, dans mon album, il y a 14 titres. Celle que tu préfères ou celle que tu es, comme tu veux. Alors, je vais peut-être pas te la chanter, parce que Ouais. comme je t'ai dit, j'ai un petit souci Ah oui, d'oreille c'est vrai. depuis quelque temps. Là, j'ai chopé une vieille otite. Et depuis, je suis un peu sourde de cette oreille. Je suis soignée, mais ça va être long avant que je retrouve toute mon audition. C'est pour ça que je t'ai demandé de me mettre à ta droite. Sur de ce côté-là, j'entends plus, quoi. Donc, je vais te dire le texte. D'accord? Ça vous va? Ça me va. Parfait, comme un slam en fait. Un peu. D'accord, on t'écoute. Alors, cette chanson s'intitule Traverse, comme le titre de mon album. D'accord? Et ça fait, au fond, que sont les choses? Faire, défaire. Au fond, qu'est-ce que la vie? Trop dire, trop taire. Les mots, des mots m'égarent. Je me perds. Rater, rater encore. Rater plus clair. Traverse. Ouais, c'est pas mal. On Voilà. sent qu'il y a du quatrain, de l'alexandrin, il y a un peu tout ça, non, Christophe? Il y a surtout une petite citation de Beckett derrière Un peu, ça. oui. Ouais. Voilà. Parce que le rater encore, rater Voilà. toujours, rater mieux, etc. Voilà. Ça, c'est Beckett. Un peu, ouais. Ouais. Ouais, j'adore. Ouais, Voilà. extraordinaire. C'est un Moi, je grand me nourris de auteur, tout, de ouais. théâtre, de chansons, de musique, de cuisine, de cinéma, parce que j'écris beaucoup en ayant des images dans la tête, quoi, en fait. Tu vois? Voilà. Parce que à la base, je suis pas compositeur. D'accord? Je joue avec 2 mains gauches au piano et j'arrive en studio à Benjamin, je dis écoute, voilà, j'ai développé ça là, qu'est-ce que t'en penses de ma mélodie? Et lui, hop, et puis il arrange ça et puis voilà. Mais je suis nulle au piano, hein. Dès qu'il y a la queue d'un chat, je me plante. Mais j'ai beaucoup, tout ce que je ressens, ça se traduit automatiquement en mélodie dans ma tête depuis que je suis toute petite. Voilà. Donc, du coup, tant mieux. Hein. Bah oui, j'en fais des chansons. Super. Voilà. Christophe, Oui. je peux me permettre de te poser une question? Bah oui, bien sûr, on est là pour ça. Toi qui es metteur en scène, professeur de théâtre, acteur, qui a un sacré parcours, c'est vrai que écrire un texte qui correspond à la littérature française, qui correspond aux normes, que ce soit du cinéma ou du théâtre, finalement, c'est pas si simple. Ah non, l'écriture dramatique, c'est très très complexe. Ça surtout. Alors après, il n'y a pas que l'art des dialogues, mais c'est compliqué. Moi, c'est parfois l'écueil que je peux voir un peu dans certaines écritures contemporaines. Moi, j'ai monté beaucoup d'auteurs contemporains. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup, que je défends énormément. Et mais toutes les personnes qui écrivent ne sont pas forcément des écrivains et des auteurs. Ils n'ont pas forcément un véritable, soit une langue, soit une véritable écriture, soit voilà. Et ce qui est compliqué pour moi, ce qui me semble parfois l'écueil, c'est ce qu'on appelle nous des pièces bavardes. C'est-à-dire quand au lieu ils veulent mettre trop de choses, ça raconte trop de choses. En fait, c'est tout un art c'est presque que du dégraissage, comme dans tous les arts, quoi. Et il y a une citation, enfin il y a quelque chose que j'aime bien d'un auteur que j'aime énormément qui s'appelle Bernard-Marie Coltès, qui est décédé maintenant, qui a écrit plusieurs pièces, et il disait que voilà, lui, au lieu de faire dire à un de ses personnages sur le plateau, je m'ennuie, par exemple, et voilà, pour faire comprendre qu'il s'ennuie, etc., il va lui faire dire, je pars pisser, je sors pisser, quoi. Plutôt que de dire, voilà ce que je ressens, je vais le dire. Et non, en fait, comment on détourne la chose, comment on transforme ça en écriture. Et tout l'art d'écrire, c'est l'art de l'esquive, c'est l'art de l'ellipse, c'est l'art du non-dit, c'est l'art des silences. Et c'est pas l'art du bavardage.
Et ça, c'est une très grande complexité. Sans parler après d'une construction ou non narrative, mais là maintenant on s'en dégage. Heureusement, il y a plein d'inventions dans l'écriture qu'on retrouve dans la chanson, etc., où ils se permettent d'exploser le cadre vraiment précis. Alors avant, au tout début, on avait ce qu'on appelle les trois unités, unité de lieu, unité de temps, machin, etc. Tout ça, c'est parti depuis longtemps. Il y a eu après toute l'arrivée du nouveau roman, etc., qui fait qu'on n'avait plus de nom de personnages. Voilà, c'est H1 ou F1 pour homme 1, femme 1, des trucs comme ça. Voilà, il y a des choses qui ont énormément avancé et bougé dans l'écriture théâtrale et c'est tant mieux. Mais ça n'empêche pas que quand même, il y a derrière la recherche d'un équilibre dans l'écriture, voilà, ça c'est pas donné à tout le monde quand même. Et je pense que, excuse-moi, je rebondis sur ce que tu dis, l'écriture, que ce soit pour le théâtre, le cinéma, la chanson, le rap, etc. C'est vraiment cet art d'éviter le bavardage, en fait, vraiment d'aller droit à l'essentiel, mais pas forcément j'ai mal à la tête en disant j'ai mal à la tête, de le dire autrement, mais que tout le monde comprend que t'as mal à la tête, tu vois, avec un mot qui part de toi, de ton mal à la tête, mais qui concerne tout le monde, en fait. Et ça, c'est du travail. C'est le principe un peu de la métaphore. Un peu. Qui fait que tout le monde ne va pas non plus comprendre la phrase de la même manière. Elle sera dite d'une façon qui fait que tout le monde peut l'interpréter un peu à sa sauce. Mais la recevoir quand même. Tu vois, pas que ça reste que ton problème, que ton histoire à toi. Le but d'écrire, c'est de toucher du monde, quoi. Voilà. Et c'est vrai que même parce qu'on parle des textes de théâtre, de cinéma, de stand-up, même dans la musique, créer des quatrains, des alexandrins, des oxymores, des métaphores, des paraboles, c'est pas si simple. Hein. Écoute, moi j'en sais rien. Moi j'ai toujours, comme je te dis, j'ai une mélodie dans la tête. Et ce qui compte pour moi, c'est que le mot, il tombe avec la note, le bon mot sur la bonne note. Voilà. Et si ça, il n'y a pas ça, je recommence. Mais tant qu'il n'y a pas ça, je recommence. Quoi. Est-ce que quand tu écris tes textes, ce que je veux dire, c'est que tu essayes de créer quelque chose avec la langue. Tu vois de quoi je veux parler? Parce que moi, je suis pas très douée pour parler de cette chose, mais c'est pas tout le monde qui sait le faire. Regarde, il y a une humoriste qui s'appelle Alexandra Pigazzali. Je connais pas. Elle a une plume, cette nana, incroyable. Ouais. Elle a une plume incroyable et c'est une humoriste, faut regarder, c'est Alexandra Pigazzali, c'est une italienne. Elle a une plume exceptionnelle. Il y a des humoristes, ils ont une plume bien sûr. C'est un truc de dingue. C'est pas tous les humoristes ou les chanteurs ou acteurs qui ont une belle plume. Une belle plume, ça met des années à se travailler. Dramaturges. Les dramaturges ont des belles plumes. C'est un truc de ouf. Parce qu'il y en a qui écrivent pour écrire. Mais pour moi, quand on écrit, on doit chercher la profondeur des choses, des mots. Oui, et le lien vers l'autre. C'est sûr ce que je veux dire. Je trouve. Et dès lors qu'on se donne en spectacle, en fait, que ce soit en musique ou en théâtre, on est là pour créer du lien avec les gens qui viennent nous écouter, nous voir. Donc si je t'écris un texte que j'adore avec des mots super mais qui parlent que pour moi et qui touche personne, j'ai raté mon coup, quoi. Voilà. Tu vois, à partir du moment où, quand on met en ligne sur Spotify ou autre quelque chose où on a passé du temps dessus, hein, mais qu'on dit maintenant c'est le moment de le partager ou d'aller en spectacle le montrer, c'est là où doit se créer la communion, la rencontre. Si ça reste que pour ton nombril, bien souvent la rencontre ne se fait pas. Voilà. Et c'est dommage. Ouais, effectivement. Voilà. Bébécito, on revient à toi. Dis-moi tout. Du coup, ça fait combien de temps que tu es dans la musique? Comme je dis souvent, en vrai, je pense que c'est un peu depuis que je suis né. Donc, moi, comme je t'ai dit, je suis né dans mon pays, qui est un pays très musical. On a fait rentrer le compas au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Donc, pour dire, avec le bouillon et autres, j'ai grandi avec la musique. J'ai une famille avec plein d'artistes dedans, que ce soit instrumental ou vocal. J'ai beaucoup d'artistes dans ma famille, donc depuis que je suis petit. C'est un peu une tradition chez nous, la musique. Donc du coup, on va dire que j'y suis depuis petit, mais quand je suis arrivé en France, je parlais pas forcément bien français, mais j'étais assez jeune, donc j'avais 6 ans et demi. Je suis rentré en CP, et mon père, il nous a fait redoubler ma première année à moi et mes deux sœurs, mes deux grandes sœurs qui sont venues avec moi, pour qu'on puisse apprendre plus le français. Donc on a tous les trois redoublé nos classes respectives. Et de là, j'ai eu un petit déclic qui m'a dit, bon, si ça m'a fait perdre une année, je vais essayer de me donner un peu, quoi. Donc après, c'est devenu ma matière préférée à l'école, le français.
Donc j'étais le meilleur en poésie, j'étais le meilleur en rédaction et tout ce qui est langue française depuis que je suis petit, j'aime beaucoup ça. Donc voilà. Depuis mes 7 ans, on va dire, j'ai commencé à écrire déjà mon cahier de brouillon là, avec les tables de multiplication linéaire, là. Bah, les gens, ils étaient en cours, ils faisaient leurs devoirs. Ben, moi, j'écrivais des poèmes. Ah, bon. Donc, ça fait assez longtemps. Ouais. Un poète que tu aimes tout particulièrement? Poète que j'aime tout particulièrement, bah, après, plutôt classique, mais on va dire Victor Hugo, parce que c'est quand même un de ceux qu'on a le plus appris à l'école. Donc, Victor Hugo, après, on a aussi Aimé Césaire, qui est Eh dans oui. les îles et qui est Ouais. très fort aussi, qui a permis aussi au développement de la culture, qui était encore en vie il n'y a pas si longtemps. Donc, la culture caribéenne, la culture afrodescendante, la culture de la langue française. Donc, du coup, voilà. Paul Éluard, hein. Pour les Loirs, Ouais. pas mal aussi. Après, moi, c'est vraiment plus, par exemple, Jean de La Fontaine. Jean de La Là, Fontaine c'est aussi, beaucoup de effectivement. C'est métaphores. bien, Très, j'adore. là qu'on parle en métaphore, Jean de La Edgar Allan Fontaine, Poe, c'est... encore c'était un philosophe et un mathématicien, je crois. Non, je Encore connais autre pas chose. forcément trop. Ce n'est pas dans la connaissance qu'est le bonheur, mais dans l'acquisition de la connaissance. Ouais, je vois, je On vois. va philosopher là. Pardon. Super, c'est parti. Désolée. Non, mais ça, c'était quand je m'ennuyais en cours de maths et que je voulais pas suivre le cours. Voilà, je te comprends. Moi, quand Et je à chaque m'ennuyais en fois, cours, bah, j'écrivais. à chaque fois, en fait, si vous voulez, dans la salle de cours, il y avait l'affiche. Et je me disais, oh non, attends, les équations, flemme et tout. Et je regardais le truc et je me disais, un jour, Julie, tu t'y fouleras à tes équations. Et voilà, du coup, c'était ça. Bref. Et du coup, non, je crois que c'était un philosophe, Edgar Allan Poe. Il me semble, je suis pas Un sûre. auteur Ouais. un romancier Un roman. Ouais, voilà, ouais. Un peu de fantastique. fantastique, oui, voilà. c'est ça. Donc, du coup, on revient à toi, Christophe. Projet de spectacle bientôt. On est dedans là. D'accord. Je joue actuellement. Je viens de finir un autre spectacle que je jouais depuis le mois de novembre. C'était la 3e saison. Je le reprends encore à la rentrée, qui s'appelle Les Carnets du sous-sol de Dostoïevski, que je jouais au Théâtre Essaillon. Et là, on a commencé samedi un autre spectacle de la compagnie que j'avais monté en 2017, qui s'appelle L'Ogrelet de Suzanne Lebeau, D'accord. qui est une auteure québécoise et D'accord. qui est un texte dit jeune public Mhm. à partir de 8 ans. Mais voilà, mais le texte est d'une telle profondeur puisque ça raconte vraiment l'histoire d'une émancipation d'un petit garçon de 6 ans qui va pour la première fois aller à l'école et qui vit avec sa mère depuis toujours seul au milieu de la forêt dans une maison et sa mère a fait en sorte qu'il ne voit jamais la couleur rouge, ni de près ni de loin, pas de viande rouge, pas de tout ça, etc. Et alors il a mangé des légumes verts, il a mangé machin, etc. Mais jamais vu le rouge. Mais il va aller à l'école pour la première fois. Et à l'école, il va découvrir le rouge par notamment la robe de la maîtresse, qui a une robe rouge, les volets de l'école qui sont rouges, et il y a un petit garçon qui va se mettre à saigner, il va se mettre à lécher le sang, tout ça. Donc la maîtresse va écrire, va demander qu'est-ce qui se passe, etc. Et bon, fait est qu'au bout d'un moment, la maman va lui révéler ses origines par la lettre que son père a laissée, et il va apprendre donc que son père est un ogre, et que donc lui, il est mi-homme, mi-ogre. Et que le problème de l'ogre, c'est que son plat préféré, c'est la chair humaine, notamment les enfants. Et qu'il existe 3 épreuves pour se défaire de ce qu'a nommé l'auteur Suzanne Lebeau l'ogreté, qui est donc la pulsion maladive des ogres de dévorer de la chair d'enfant. Et il y a 3 épreuves. La première épreuve, c'est de passer une nuit avec un coq sans le manger. Deuxième épreuve, c'est 7 nuits avec un loup sans le manger. Et dernière épreuve, 28 lunes, parce qu'elle parle de lune, donc 28 jours, avec un enfant sans le manger. Oh. Et son père est parti tenter les épreuves, il est jamais revenu. Donc on ne sait pas. Voilà, on apprend que son père a un don magique, comme il y a dans chaque conte, il y a toujours une chose magique. Son père a le don de pouvoir faire apparaître des roses blanches à n'importe quel moment de l'année. Et ces roses blanches ont le pouvoir d'atténuer les pulsions de l'ogre. Voilà. Et le petit l'ogrelet va décider, contre l'avis de sa mère, qui ne veut pas le laisser partir, qui veut garder son enfant pour elle toute seule, de partir tenter ses épreuves. Et donc, on va le voir tenter les 3 épreuves. Et je vous dis pas s'il a réussi ou pas. Il faut venir au théâtre de l'Essaillon. On joue les samedis, dimanches depuis le 21 mars jusqu'au 3 juin. Et on joue aussi en semaine lors des vacances scolaires du moment de Pâques. Et j'insiste sur le fait que c'est un spectacle vraiment tout public qui parle à tous les âges, que le texte est très, très, très profond. Et depuis qu'on le joue, en sortant, les gens disaient mais en fait c'est pas que un spectacle pour enfants, loin de là quoi. Et c'est vrai qu'en France,
on catégorise beaucoup les choses, quoi. Alors ça, c'est spectacle jeune public, ça, voilà. Alors que là, on est vraiment sur un spectacle tout public, familial, qui s'adresse, comme on dit, c'est de 77 ans, quoi. Donc voilà, venez voir l'émancipation et la réalisation de ce petit garçon qui est vraiment, je trouve que c'est une histoire très forte parce que c'est le fait de se dire qu'on, comme c'est une amie qui m'avait dit ça, qu'une psy lui avait dit, dans l'héritage, on n'est pas obligé de tout prendre, et c'est exactement ça, quoi. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est nous, qu'est-ce qui n'est pas nous dans l'histoire de nos parents, voilà, et comment on peut devenir réellement soi-même à partir des histoires qui, certes, nous composent en partie, mais en fait, il y a notre propre histoire qu'on doit construire. Donc, il faut déconstruire. Voilà. Et c'est ça, c'est une question de qu'est-ce qui est mon héritage et qui je suis réellement et que je vais affirmer, en fait. Ouais, de rendre la valise qui n'est pas la nôtre, quoi. Voilà, Ouais. absolument. Voilà. Ouais. Bah, c'est intéressant. Ah, Et du coup, ça fait super. combien de temps que tu tournes L'Ogrelet, on l'a créé en 2017. On l'a D'accord. joué, ouais, là, ça fait 4 ans qu'on l'avait pas Et du joué. On l'a succès. joué 83 fois. Ouais. On l'a fait à Avignon avec. On a tourné un peu partout parce qu'il a été vraiment, il a beaucoup, beaucoup plu. Puis à ce moment-là, j'étais artiste associé dans un théâtre à Amiens, à la Comédie de Picardie. Donc, on l'a joué là-bas. On l'a joué ce qu'on appelle en décentralisation, c'est-à-dire dans les villages, les salles des fêtes, etc. Et là, on le reprend à l'Essaillon, et puis on a déjà une date la saison prochaine à Arras. Et donc, enfin voilà. Les carnets du sous-sol, c'est un texte aussi que j'ai créé en 2019. J'ai joué à Avignon aussi, et là c'est la 4e saison que je le joue. Enfin le 3e, je vais le reprendre une 4e à Essaillon, et j'en suis à pas loin de 100 représentations du coup là déjà. D'accord. Ah oui, quand même. Ouais. Il y a eu du succès quand même sur ce spectacle. Ouais. Les carnets du sous-sol, là, cette saison-là, ça a marché très, 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 très fort. Vous Vraiment, êtes ouais, combien c'était dans super. le spectacle? Alors, sur les carnets, je suis tout seul, c'est un monologue. D'accord. Et sur le Grelet, on est 2. D'accord. Mais derrière le Grelet, il y a énormément de monde qui ont participé au spectacle parce que il y a un travail de marionnettes, de masques, de dessins animés. Il y a tout un travail. Il y avait trois personnes qui ont travaillé sur les dessins, etc. Il y a un vidéaste, il y a 3 musiciens plus un créateur sonore. Il y a le costumier. Enfin, il y a presque en tout, j'ai fait appel à presque une vingtaine de personnes quoi pour monter ce spectacle. Beaucoup de boulot. Beaucoup, énormément de travail. Je sais pas si tu connais un peu tout ce qui est. Alors, parce que moi avant je connaissais pas, mais avec l'école de cinéma, ça, on travaille sur des auteurs russes, russes, tout ça. Et les Russes sont très, 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 très doués en littérature. Ah bah, et là, on travaille sur une scène qui est La Mouette. Ouais, Tchekhov. Ouais, Tchekhov, Ivanov, Tchekhov, Ivanov. Et ils sont très doués aussi dans tout ce qui est dessin animé pour les enfants. Je sais pas si tu connais par exemple Masha et Mishka. Oui. Oui. C'est très ancien, mais c'est très joli. C'est d'une poésie extraordinaire. Ouais. Non, mais c'est un truc de dingue, hein. Ah oui, c'est sublime. C'est sublime. C'est un truc de dingue. Et ça se travaille vraiment avec précision et minutie. Vraiment, faut vraiment bien le travailler parce que même c'est expliqué que il y a eu des difficultés aussi pour pas Misha Mashka, mais la scène, des difficultés pour la faire et tout. Ça a pris pas mal de temps, tout ça. Mais ça se travaille vraiment avec beaucoup d'attention et d'affection. Mais Tchekhov, c'est un des plus grands auteurs. C'est un auteur magnifique du 19e. Et là, justement, avec les élèves amateurs, on travaille une scène de Tchekhov qui est très connue, qu'on joue souvent dans les groupes amateurs et les écoles, qui s'appelle La demande en mariage, qui est dans les pièces courtes de Tchekhov, parce qu'après, il y a les grandes pièces de Tchekhov, La Cerisay, La Mouette, etc. Mais il y a les petites pièces comme La demande en mariage. Et c'est un auteur extraordinaire, vraiment, et qui est magnifiquement traduit par André Markovitch, qui est le traducteur des carnets du sous-sol aussi de Dostoïevski. Donc voilà, oui, la littérature russe, le théâtre russe, et les acteurs russes et les réalisateurs russes. Enfin voilà, les peintres russes, enfin la musique, c'est une culture extraordinaire la Russie. Hein. Rien que les œufs Fabergé, c'était à la demande d'un oligarque, je crois, ou d'un haut personnage au placé russe. Okay. Rien que dans la minutie des cadeaux à leurs femmes, on sent donc beaucoup de choses. Mais le Fabergé était un bijoutier français. Oui, mais c'est un Russe qui commandait. Et c'est un Russe qui le commandait, les œufs Fabergé pour les offrir à sa femme, et elle en avait un par an en fait. Ils sont magnifiques. Je connais les œufs Fabergé. C'est juste magnifique. C'est de l'orfèvrerie, quoi. C'est de l'orfèvrerie. Magnifique. C'est comme un homme qui veut offrir de la haute joaillerie à sa femme. Voilà. Les couleurs indiquent la personnalité. Enfin, ça, faut être connaisseur. Mais c'est ça, c'est de la haute joaillerie. Enfin, j'arrive pas à le dire. Comment tu dis? Haute joaillerie. Comme il y a la haute couture, ou comme il y a. Oui, c'est ça. Du coup, voilà. Et donc, du coup, c'était un sujet qui était très intéressant. Par contre, je me suis égarée entre trucs. Et du coup, est-ce que tu as des projets de faire un autre spectacle, de tourner dans un film ou autre, éventuellement? Alors, les films, pour l'instant, malheureusement, alors j'ai beaucoup tourné à une époque pour la télé. Là, c'est
Là, ça s'est arrêté ces dernières années. Je recherche un agent, etc. Je refais des stages, mais pour l'instant, j'ai pas de projet de tournage. En revanche, donc oui, les projets pour moi, c'est la reprise à la rentrée, puisque je reprends dès le 28 août jusqu'au 7 novembre les carnets du sous-sol. Et on est en train de travailler avec la comédienne qui joue avec moi dans L'Ogrelet, qui s'appelle Patricia Varney. On travaille sur un auteur contemporain australien qui s'appelle Daniel Keane et qui a eu vraiment un moment où il a été énormément monté dans les années 2000. Là maintenant, il est un peu moins monté. C'est toujours pareil, hein, dans toute chose, il y a les modes. Hein, tout à coup, ça passe, un auteur, musicien ou quoi, voilà, un acteur va être en vue et puis ça va durer quelques années. Voilà. Bon. Et c'est un grand auteur, vraiment un très grand auteur. Et là, j'ai fait le choix de travailler sur, là aussi, il a des scènes, des pièces courtes, et plus spécifiquement sur ses monologues. Et c'est 4 monologues de femmes que va interpréter Patricia et que je mets en scène. Et c'est des monologues qui sont autour de la notion de la mémoire. Et soit de qu'est-ce qu'il reste d'une vie après voilà, le passage sur Terre, un homme qui fait enfin, une femme qui parle de ce qu'elle a vécu et de ce qui reste. Qu'est-ce qui reste aussi de la mémoire quand celle-ci s'en va et que peut-être c'est Alzheimer qui est là, on ne sait pas exactement. C'est jamais nommé, c'est jamais dit. Hein, c'est ça qui est très beau, c'est très poétique là pour le coup. Et qu'est-ce qui reste aussi de la mémoire de quelqu'un qui a été traversé ou par la Shoah. Hein, parce qu'il y a un texte extraordinaire qui s'appelle La pluie, qui est l'histoire d'une femme qui part marcher comme elle fait sa promenade tous les jours, qui traverse son champ habituel, et puis tout à coup il y a des gens qui arrivent, il y a un train, voilà, on va les embarquer dans ce train, et ils lui déposent des choses, qui lui disent gardez ça pour moi, mais toutes sortes de choses, des bouts de ficelle, des machins, et en fait elle devient dépositrice de ça, elle les met dans sa maison, elle explique que du coup elle en a tellement qu'elle les répartit dans les pièces, il y en a tellement que chaque pièce devient la pièce des chapeaux, elle se met à vivre dehors, elle attend que les gens reviennent, et voilà. Et ça s'appelle La pluie parce qu'un jour il y a un petit garçon qui lui a donné une bouteille en disant voilà, je te confie ça, c'est la pluie du bon Dieu, regarde-la. C'est un texte d'une sublime. Tu me mets les frissons. Donc ça, c'est le prochain. On va essayer de le créer début 2027. Voilà. Voilà. Ça s'appellera Mémoire errante à partir de ces 4 monologues sur la notion de la mémoire. On repasse à toi. Merci. Bébé Cito. Ouais. Alors Bébé Cito, désolé, hein, je t'ai pas donné beaucoup d'attention, mais t'as vu que je me rattrape. Non, pas de problème, c'est intéressant ce qui se passe autour, donc moi j'écoute aussi. Donc... Ça va, ouais, ça va. Ouais. Un projet de showcase bientôt? Projet showcase, pas forcément. Non. Je crois que je vais participer à un concours normalement début juin. Oh. Concours rap qui va se dérouler à La Place Hip Hop à Ris-Orangis. D'accord. J'ai participé l'année dernière. Sauf que ils m'ont mis dans la catégorie dancehall, vu qu'on m'a dit qu'il n'y avait pas assez de place dans le rap, etc. D'accord. Donc je suis allé. Donc j'ai fait du rap sur du dancehall, je suis arrivé en finale. Ah, bien. Par rapport à tous ceux qui faisaient vraiment du dancehall et des trucs, mais j'ai réussi à arriver jusqu'en finale. Donc là, je me suis réinscrit pour la catégorie rap. Et normalement, je l'emporte. Hein. Oh, bah, je te le souhaite. On te le souhaite. Croisez les doigts. Et tu sais, là, demain, il y a un autre qui vient qui nous dit je participe, je te le souhaite, je te le souhaite, je te le souhaite. Ok. Non, voilà, après, projet showcase ou autre, bah, je sais pas, je suis ouvert à toute proposition, mais là, pour l'instant, je suis vraiment concentré plus sur le net. Je cherche à vraiment peaufiner, que ce soit la musique, les clips et la communication, parce que maintenant, le talent, ça paye plus. Tout Oui. passe par la communication, C'est vrai. donc je suis en train de me former un peu sur ça. J'irai pas à dire le talent ça paye plus. Le talent ça payera toujours, Oui. mais il y a un problème avec travail l'entourage et la communication. Si t'as pas de talent, C'est chaud, déjà. Ok. Comment tu veux faire avec sur Spotify? Il y a, je Il y a crois que beaucoup c'est de plus de personnes qui ont 100 pas 000 morceaux par Ouais. semaine qui sortent. C'est ça. Et c'est international. Sans parler de, Ouais. a priori, on va dire ça sur Spotify, de l'invasion des morceaux IA. IA IA, généré ouais. par Il paraît l'IA. que c'est terrible, Donc, terrible, terrible. Voilà. Donc, on va se réadapter. Mais effectivement, excuse-moi de t'interrompre, Oui, bébé. il n'y a pas de bébé, problème. Bébéto. c'est Bébéto, hein, Ouais. voilà. C'est pas Bébécito, hein. Bébéto. Voilà. Mais oui, il faut vraiment. Enfin, moi, je le fais pour moi parce que j'ai pas d'attaché de presse, j'ai pas de community manager, c'est moi qui fais tout, les montages vidéo, les machins. J'ai été responsable communication dans une autre vie, donc du coup, je suis un peu au courant de comment Un peu fonctionne plus la de com. chance que moi. Mais c'est un vrai boulot. C'est- Voilà, c'est un vrai boulot avec une stratégie de communication, avec un planning éditorial, etc. Et c'est important de le faire. C'est important Parce de que le faire, ouais. le problème, tu vois, Très important. les réseaux sociaux sont des ogres. Si tu leur donnes pas à manger,
Ils t'oublient, quoi. Assez Les rapidement. algorithmes et les C'est vrai. machins. Assez rapidement. Mais il faut sans arrêt alimenter, mais tu choisis ton rythme quand même, parce que moi, Ouais. il est hors de question que tu deviennes esclave de tous les jours diffuser quelque chose. Quoi. Non. Moi, j'ai vu un truc qui est incroyable. C'est, vous savez, la ferme à iPhone où il y en a qui voient qu'ils n'ont pas assez de vues, ils achètent 100 mais iPhone ça, faut pour pas se créer faire. du stream. Oui. Ça, faut pas croire, hein. Mais il y a des agences de contrôle spécialisées Ouais. qui font des contrôles et le mec il se dit ouais mais je comprends pas, j'ai 44 millions de vues, pourquoi j'ai pas été payé? Pourquoi t'as pas été payé? Parce que t'as payé des trucs de ferme à stream pour avoir des vues en plus. Les- Tu vois ce que je veux oui, dire? oui, oui. Et Ouais. ils Faut pas comprennent le pas, faire. ils disent Faut ouais pas le mais faire. pourquoi je suis pas payé? J'ai 44 millions de vues. Mais t'as triché en fait. Ouais. T'as triché. Mm, mm. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Alors moi j'ai une petite anecdote sur les réseaux sociaux assez incroyable là, par rapport au carnet du sous-sol de Dostoïevski justement. Comme je disais, c'est la 3e saison et les 2 premières saisons, ça, je veux dire, j'ai eu du monde, mais c'était pas loin de là, c'était loin d'être plein. Voilà. Mm. Et puis cette saison, il y a une personne qui est venue qui fait des reportages sur les réseaux sociaux et qui est venu, qui a fait un super reportage, qui l'a mis sur Insta, Facebook et TikTok. Et comme au moment où elle l'a mis sur TikTok, il y avait justement, tu parlais des hashtags, tout ça, un hashtag qui marchait très fort parce qu'il y avait un texte qui plaisait beaucoup aux jeunes, qui s'appelle les Nuits blanches d'un rêveur, enfin les Nuits blanches de Dostoïevski. Et quand son reportage est arrivé avec le mot Dostoïevski, il est entré dans cette boucle. Mm. Et tout à coup, on a fait plus de 150 000 vues, des likes, des 10 000 likes, etc. Et j'ai eu plein de public derrière ça. Et j'ai été complet à la suite de ça. Donc les réseaux sociaux, c'est totalement inattendu par rapport à ce que tu disais. C'est hyper important de réussir à comment on se situe dedans. Et c'est vrai qu'il faut beaucoup les alimenter, quoi. Ouais. C'est ça le souci. Mais il y a des moments, il y a des petits miracles, quoi. Parce que au départ, on se dit pas que les réseaux sociaux et Dostoïevski, ça va forcément aller ensemble. Et puis bah si, ça peut. Et sur des gens, là où c'est formidable, c'est que j'ai eu plein de gens jeunes qui sont venus. Ça, c'est génial. C'est ça qui est chouette, oui, voilà. Par contre, après, il faut, voilà, moi, je publie en moyenne sur 8 jours, je publie 4 choses, voilà, sur 4 jours. Et je me laisse souffler un peu entre les deux, parce que sinon, ça devient, et encore 4, parfois que 3, tu vois. Mais j'essaye de soigner toujours la communication, d'être, entre guillemets, un peu original, parce que c'est pas évident de l'être tout le temps. Mais voilà. Donc, Moi, je mais il faut communique y pas être. assez. Il faut y être. Moi, je communique pas beaucoup. Et oui, mais Ouais, c'est mais un, tu sais que- il faut le faire, bébéto. Ouais. Puis en fait, ça va. Enfin, Maybe. moi je vois parce que du coup, depuis que je joue sur Paris et que j'ai pas forcément de moyens de com, je m'y suis mis. Et en fait, au bout d'un moment, les gens, en fait, quand tu publies, ça amène aussi, ça fait circuler le truc. C'est petit à petit, quoi, que tu vas avoir, qu'on appelle des likes, des gens qui vont s'abonner à ton compte, demander à te suivre. Donc, mais pour ça, il faut pas arrêter, quoi. En plus, Voilà. tu es d'une jeune génération, donc ça va vite avec les jeunes. Tu vois, tu tags, machin. Moi, je sais que j'ai un public qui a mon âge. C'est pas toujours facile de l'encourager à aller sur les plateformes, à partager, parce que c'est pas trop leur truc à la base. Ouais, mais il y a toujours moyen Mais quand si, même. il y a moyen, Mais il y a moi, il y a moyen. un truc que je Ouais. voulais dire, et je vais le dire, parce que pour tous ceux qui sont dans le rap, tout ça, des fois, il faut se montrer, et des fois, il faut faire attention à Ouais. pas se montrer. Et ça, c'est un problème, parce qu'au final, on ne sait plus quand est-ce qu'il faut se montrer. Alors moi, j'ai la technique. Je monte tout le temps, pardon. Mais normalement, un post, tu poses ton post à 21h, et là, les vues, elles cartonnent. Normalement, c'est ça, hein. Pour Instagram, X, TikTok, Snapchat, normalement, le post, c'est à 21h. C'est à 21h normalement. Mais il y a certaines choses aussi qui font que par moment, il ne faut pas trop se poster parce que, notamment dans le rap, il y a certains contextes et puis en fait, finalement, il faut penser qu'à soi et se poster et peu importe. Voilà. Mais c'est vrai que bon, Pourquoi tu dis notamment dans le rap? parce que des fois, il y a des moments où il faut se poster, il y a des moments où il ne faut pas se poster. Bon, et moi, je suis pour tout le temps se poster, quoi. J'en sais rien en fait. En fait, moi je trouve que, je sais pas, moi de plus en plus j'écoute mon instinct en fait. C'est ce que j'allais dire. Moi, Tu j'avais vois mon feeling à Mon l'instant. feeling, ouais. Voilà. Parce que tous les gens qui te donnent des conseils dans tous les sens qui te regardent pas en fait, du coup je m'écoute de plus en plus. J'ai envie de dire. Voilà. Quand tu peux t'écouter, c'est bien. C'est important. De toute façon, il faut toujours s'écouter soi et ne pas écouter les autres. Non, après, ce qui est sûr, c'est Si, qu'il y a parfois, des, oui, tu vois, mais pas c'est toujours. qu'il y a un peu comment dire, il y a des réalités sur ces réseaux ils ont des fonctionnements. Des gens vont savoir enfin, quand tu regardes, je sais pas si vous avez déjà ouvert, par exemple, on peut avoir le nombre de vues, voir un peu, enfin les statistiques, quoi, voilà. Analytics, ouais. Et là, c'est intéressant de voir combien de temps la Il personne regarde, regarde ouais. et
et c'est 5 secondes, 5 6 secondes, secondes. 6 secondes. Et donc, il t'explique quoi que c'est bien de mettre des contenus assez courts et qui ont tout de suite un impact Percutant, ouais. Mais percutant. si tu vas par là, Mais au bon. départ, c'était 1 minute. Puis Ouais. ça c'est, Eh oui, et ouais, ouais. plus ça va, Là, plus, l'offre est tellement tu énorme vois, que donc, c'est le voilà. zapping, quoi. Tu vois, moi, l'autre jour, j'ai fait un petit montage avec Ça des scroll, photos là. de toute l'aventure de l'album. On a mis 6 ans, on a une belle équipe derrière, quoi. Vraiment, des hommes, des femmes, une équipe de dingue. Je les remercie, je les aime dans mon équipe. Merci, merci, merci. Vous êtes formidables. Et donc, j'ai pris toutes les photos depuis 6 ans et sur une chanson qui s'appelle Enfant aux cheveux blancs. Et je poste, la chanson, elle fait 3,26, je crois, tu vois. Et Instagram me dit, vous ne pourrez pas booster ou je sais pas quoi, parce Oui. que ça dépasse les 3 minutes. Je m'en fous, je le fais, tu vois. Et vous n'aurez pas assez de vues, vous ne pourrez pas être vu par plus de... Et ben, j'ai rien fait, je l'ai fait quand même parce que j'avais envie. Et c'est le truc qui est le plus vu sur ce que j'ai posté depuis 15 jours. Tu vois? Ah oui. Donc, parce que j'ai fait avec le cœur, quoi. Et ça, bah, enfin, il y a pas de cours, il y a pas de méthode, il y a pas de leçon, il y a pas de guidelines. Faut aussi être un peu autonome, un peu, enfin, je sais pas, y aller à l'instinct, à l'envie, Bah, à l'humanité, j'ai envie de dire, quand quoi. ça touche, Voilà. quand ça touche les personnes en général, ils restent un peu plus longtemps sur la publication. Donc Bah même si c'est oui. 3 minutes, quelque chose qui me touche dès le début, bah je sais que je vais rester 3 minutes à le regarder, quoi. Bah, évidemment. Ouais, faut que Tu ce soit vois, impactant. vraiment, quoi. Toi, tu vois, par exemple, tu as parlé de ta pièce de l'Ogrelais. Moi, je connaissais pas du tout. Mais j'ai très envie de venir le Bah, voir, quoi. bienvenue, Voilà. bienvenue, avec J'ai très plaisir. envie d'aller voir ça. Puis le reste, mais voilà. Parce que, c'est, je sais pas si vous êtes pareil, mais moi, je coupe la télé en ce moment, quoi. Parce Ouais, que moi, je c'est regarde jamais la horrible. télé, Dès que je regarde tu parles pas. de guerre, de ci, de là, de Ah, bazooka, de machin. Brrr. Voilà. Ça fait des années, je regarde pas. Ah, Moi, je stop. regarde jamais la télé. Je regarde Jamais, pas, jamais, jamais, jamais. ça À part m'intéresse pas. Netflix, de temps en temps, parce que je trouve que Netflix, bon, je peux bosser sur le cinéma, il y a France TV, c'est un peu coupé du monde, c'est Internet en fait. Mais moi, je ne regarde jamais, jamais, jamais la télé. C'est un truc, ça m'insupporte. Moi Et des aussi. fois, c'est drôle parce que j'ai des potes qui me disent, tiens, Julie, je t'ai vu sur Canal+. J'ai fait un tournage sur Canal+, et mon pote il me dit, je t'ai vu. Je dis, ah bon, tout ça? Et comme je regarde jamais la télé, c'est eux qui me disent, ouais, je t'ai vu, machin, truc bidule. Mais sinon, la télé, ça m'intéresse pas parce que bah, le monde va mal. Donc, on n'a pas trop envie de zapper pour truc machin. C'est plus comme avant, c'est pas intéressant quoi. C'est pas ça, bon, il y a une crise, mais en plus, avec les chaînes d'infos en continu, mais c'est toute la journée que c'est la guerre dans ton salon, quoi. Donc, stop! Moi, je coupe, tu vois. Ouais. Non, je coupe. Ouais. Voilà. Et en plus, là, avec les chaînes en info en continu, Ouais. c'est que tu as l'info en continu à l'écran, ils sont en train de parler, et en bas de dessous, l'écran, faut en suivre, dessous, quoi, c'est- donc donc t'entends même plus ce qu'ils sont en train de dire, ce que tu essaies de lire le truc. Enfin, c'est hallucinant. Ah, t'as vraiment, En plus, il y en a plusieurs. Il y en a infos. plusieurs, ça T'as n'arrête même pas, t'as ça même pas n'arrête le temps pas. de finir T'as la pas le temps de première, finir, il y en voilà, a c'est une ça. autre. Ouais, donc, ouais. Ouais, non, c'est vrai. Faut assimiler. Ouais, c'est ça, ouais. Totalement. Voilà, ça, c'est des ogres pour moi, voilà. Mais ce qui est, alors, bon, on va pas dire que tout est trop dur, mais justement, on parlait de Netflix et tout ça, et en parlant de ça qu'il faut assimiler, là, il se passe un truc, là, il y a eu on en parle en ce moment, hein. Netflix et tout demande aux scénaristes, aux réalisateurs, etc., de faire en sorte que dans les films ou les séries qu'ils sont en train de réaliser, régulièrement, le pitch du film ou de la série soit redit par les acteurs, les personnages, etc. Pourquoi? Pour prendre en compte que maintenant les gens regardent une série ou un film avec leur téléphone et que donc ils sont en même temps en train de regarder des trucs sur le portable pendant qu'ils regardent une série et que du coup il faut qu'ils puissent toujours se raccrocher à l'histoire et donc qu'on leur redise l'histoire régulièrement. Donc on est en train de complètement tuer la fiction. Donc on peut dire qu'il y a les Ogrelais et il y a les Og TV. Ouais, c'est ça. Bravo. Totalement, Bravo. ouais. Ouais. Bon. Moi, en tout cas, je vais devoir rendre l'antenne. Alors, je vais vous inviter à tous, laisser aux spectateurs vos réseaux sociaux, vos coordonnées si vous le voulez, mais bon, vous n'êtes pas obligés. 06, non. On commence par toi, YouTube, Instagram, X, Snapchat, et tout ce que tu veux laisser ou tout ce que tu ne veux pas laisser. Voilà, ben moi c'est plus Instagram et YouTube, c'est la même chose, c'est The Will Bebeto parce que je suis le vrai, il y en a trop. Donc c'est THEREALBEBETO tout collé. Vous allez me trouver sur YouTube, sur les plateformes de streaming, sur Instagram. Merci. Christophe, hein? Alors moi c'est avec mon nom aussi, Christophe Lapara, Lapara.
PA2RA. Donc c'est sur Insta, sur Facebook, sur TikTok, sur enfin LinkedIn aussi, etc. Et puis après, il y a le Théâtre de Paille, ma compagnie, et il y a un site www.théâtredepaille.org, si je me rappelle bien. Et là-dessus, on peut retrouver toutes les infos sur les spectacles, les photos, des vidéos, voilà. Et puis en ce moment, du coup, on peut aussi retrouver beaucoup de choses en allant sur le site du Théâtre de l'Essaillon, puisque les spectacles se jouent là-bas, dans Paris, donc c'est dans le 4e, c'est juste derrière Beaubourg. D'accord. Rien d'autre à nous laisser? Non, c'est bon? Non, ça Non, va. c'est bon. Voilà, pas donner mon 06. Alors moi, je suis sur Instagram, Mhm. je suis sur Facebook, D'accord. sur YouTube, sur LinkedIn et sur TikTok. Et c'est @lou LOU Ciantar CIANTAR. Voilà. Super. Merci à vous en tout cas d'avoir fait le déplacement pour mon Merci à émission toi. Merci beaucoup. aujourd'hui. Le monde de Julie sur Artop TV. J'invite tous ceux qui nous regardent à partager la chaîne Artop TV, à mettre des likes, des commentaires, à commenter mon émission et à partager mon émission si cela vous a plu. Et à la semaine prochaine. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci, Monsieur Alibi.